Voici des erreurs qui reviennent fréquemment lorsqu'on écoute les francophones s'exprimer en anglais. Ce sont des fautes qui sont parfois dues au fait de calquer littéralement des structures grammaticales du français à l'anglais ou encore de penser directement en français lorsque vous vous exprimez en anglais, ce qui est profondément problématique en termes de communication dans une langue étrangère, car ici, l'essentiel est de cerner la manière de véhiculer les idées dans la langue d'arrivée qui est toute une autre culture. Vous savez que derrière une langue se cache une culture, une manière de voir le monde qui est distincte d'un pays à un autre. Et c'est dans ce cadre qu'il est important de se plonger dans la langue en mettant de côté sa culture linguistique et d'explorer une nouvelle manière de communiquer. C'est ça le premier pas dans l'immersion linguistique. Il faut d'abord être prédisposé psychologiquement à cela. Si vous pensez que vous allez apprendre une autre langue en appliquant à chaque fois les mêmes règles et principes de communication que vous avez déjà apprises dans votre langue maternelle, vous allez vous heurter à une réalité qui est le fait de francophoniser l'anglais, par exemple. Donc, c'est ce que j'appelle ici l'anglais francophone et c'est ce que nous allons corriger ici aujourd'hui. Nous avons une liste de fautes fréquentes que j'écoute très souvent lorsque je travaille avec les apprenants et même lorsque j'écoute d'autres personnes en ligne parler l'anglais. Le premier cas que nous allons soulever concerne l'usage de l'adverbe often. Il a deux prononciations. Vous pouvez dire often, comme je l'ai dit, ou often. Dans une phrase telle que « I go often to the cinema », où se trouve l'erreur? Dans la position de often dans la phrase. Vous n'allez pas mettre often après le verbe, mais plutôt entre le sujet et le verbe. Vous direz ici « I often go to the cinema ». Pourquoi? C'est là que les adverbes seront généralement positionnés, surtout les adverbes de fréquence tels que « often »,« always »,« never » and so on and so forth. On dira par exemple « I always go shopping at the weekend ». « I often do exercise ». I never wake up this early. Je vous invite à traduire ces phrases en commentaire, en français bien entendu. Donc, c'est ce qui concerne les adverbes de fréquence tels que always, often, never. Et je vous invite aussi à citer d'autres adverbes qui vont dans ce sens, que vous allez utiliser, positionner spécifiquement entre le sujet et le verbe. Vous pouvez aussi ajouter d'autres phrases que vous ferez de vous-même pour illustrer cette première règle. Donc, nous allons poursuivre à présent avec les faux amis. Ça, c'est un exemple palpable d'anglais francophone. Quand vous avez une phrase telle que « Actually, I need to go to the store », la personne qui fait cette phrase étant francophone pense à « présentement », donc « actuellement », lorsqu'elle utilise « actually ». Alors que « actually » ne signifie pas « présentement » ou « maintenant », mais signifie plutôt « en fait »,« en réalité »,« en vérité ». Donc, lorsque vous dites « actually » et vous parlez de quelque chose que vous êtes en train de faire maintenant, vous avez parlé l'anglais comme un francophone. Qu'est-ce que vous direz ici dans ce cas? Si vous voulez dire maintenant, vous direz « right now » ou « currently ». I'm currently recording a video. I'm recording a video right now. Donc, dans cette phrase, ce sont des exemples de structures que vous pouvez utiliser. Vous pouvez dire par exemple « Currently, I need to go to the store ». Et ça rend la phrase anglophone. Remember, you need to speak English like a native speaker. And the way they think is way different from yours, at least linguistically. Nous poursuivons. Il y a aussi assez de confusion au sujet des quantifiers. Le cas de much et de many. Vous utiliserez many avec des noms comptables et much avec des noms indénombrables. On dira par exemple many people parce qu'on peut compter le nombre de personnes. There are many people in the room. Il y a plusieurs personnes dans la pièce. Mais si vous dites much people, ça devient problématique parce qu'on peut compter le nombre de personnes. Vous allez utiliser much lorsque vous voulez vous référer à quelque chose qui est indénombrable. Là encore, la notion de nom comptable et de nom non comptable en anglais sera distincte de celle qu'on a en français. Par exemple, on peut compter les devoirs de maison en français. On dira des exercices ou des devoirs avec S de maison, n'est-ce pas?
Mais en anglais, on ne dira pas homeworks, on dira homework. Donc lorsque vous avez des noms innombrables tels que water, c'est pareil en français, hein, l'eau. It's uncountable in both languages. Est-ce que vous direz many water ou much water? Vous direz much water. There's too much water there. It's kind of flooded, right? Lorsqu'on dit flooded, c'est inondé. Alors, flooding, inondation, mais lorsque vous voulez parler aussi d'un espace qui est plein de flaques d'eau, on peut dire aussi que c'est flooded. Par exemple, there was a water leakage in the bathroom, so it got flooded. Comment est-ce que vous allez traduire cette phrase en français? Sachant que leakage, c'est une fuite d'eau. On peut dire aussi leak. Et it was flooded. Je vous laisse traduire cette phrase en commentaire et je vous donnerai un feedback. Alors, c'est ça le point concernant much et many, mais il y a aussi certaines prépositions. Par exemple, l'usage de for et since. Quand vous faites des phrases telles que I've been living here since 5 years, vous avez parlé l'anglais comme un francophone. Parce que, déjà, quel est le temps qu'on utilise ici? Have been living. Let me know. Have you got it? Yeah. C'est le present perfect continuous. Exactly. Et dans quel contexte on utilise ce temps? On l'utilise pour parler d'une action qui a commencé dans le passé, qui est toujours en cours, en mettant l'accent sur la durée de cette action. Donc, si vous voulez indiquer directement cette période de temps, par exemple 5 years, 6 years, 10 days, vous utiliserez for 10 days, for 3 years. Mais si par contre vous voulez indiquer le point de départ, vous utiliserez since, qui signifie en français depuis. C'est vrai qu'en français on dit aussi depuis 3 ans, mais cette structure ne passe pas en anglais. Alors, on va poursuivre avec l'emplacement des adjectifs. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cela. Je pense que nous aurons l'occasion de travailler spécifiquement sur les adjectifs plus tard. Mais prenons cette phrase. It's a book interesting. Où est-ce qu'on va positionner l'adjectif ici? Avant le nom. Tandis qu'en français, il est très commun d'utiliser le nom avant l'adjectif. Par exemple, quand vous avez une phrase telle que « c'est un exercice intéressant », il serait un peu étrange de dire « c'est un intéressant exercice ». It doesn't sound quite French. J'ai conçu un outil de pratique qui vous permettra d'être en contact au quotidien avec la langue anglaise. Vous aurez l'occasion de vous enregistrer, d'écouter votre voix, mais aussi d'obtenir un feedback, des corrections, tantôt au niveau de la grammaire que du vocabulaire, des activités de listening bien structurées et départagées en fonction des niveaux. Tout cela en plus des séances interactives en direct que vous aurez avec moi à travers la pratique de l'oral et l'écoute constante. Vous pourrez réaliser enfin ce rêve longtemps nourri de passer à un niveau supérieur de fluidité en anglais. Je vous laisse tous les détails en description et en commentaire. Let's get into it.